bonjour à toutes. Alors là, dans le milieu du bâtiment, c'est vite vu, à toutes et à tous. Alors, succession difficile parce qu'on approche de l'heure du déjeuner, on est d'accord, tout le monde a ras-le-bol. Et en plus, c'était remarquable. Alors, les trucs en bois, le cluster que les offres industrielles. On va essayer de garder la flamme allumée. Alors, votre animateur a expliqué un peu ce que le convertissement durable. Alors, je vais vous redire un petit mot sur la minute commerciale. Ils en fait partie, dans ceux qui ne savent pas, dans ceux qui sauraient. Et après, j'essaierai de vous faire une présentation très rapide et succincte, beaucoup trop succincte, de la loi de transition énergétique, qui est une loi très importante. Il y a énormément de choses dedans et qui évolue régulièrement jusqu'à ce qu'elle se termine dans quelques mois. Et après, on aura les actus du plan bâtiment. Le plan bâtiment, sa vie, son œuvre. On fait 3 séquences. C'est vrai que le plan bâtiment, c'est une mission qui a été installée dans la foulée du Grenelle de l'environnement. Et en fait, c'était que, à la fois, on trouve un truc très intelligent de fixer les objectifs nationaux de la France énergétique, la réduction des gaz à effet de serre, sur le secteur bâtiment immobilier, et qu'il y avait tellement de gens concernés, on a compté peut-être entre 3,5 millions et 4 millions d'actifs concernés au sens large, les secteurs économiques, on sera à plus de 100% de près de 4 millions d'actifs concernés. Donc il a été décidé à l'époque, c'est 2009, de créer des animations spéciales. Et c'est Philippe Pelletier, qui est le VIP avec qui je travaille, que j'essaie de remplacer aujourd'hui, parce qu'il est auditionné par les sénateurs en cas de cette loi de transition énergétique, justement, qui a la mission d'animer cela. J'ai une équipe au ministère de l'écologie et du logement, où on est 4 personnes, et il y a à peu près 5000 professionnels sur tout le territoire national qui donnent du temps au plan bâtiment, dont notamment le réseau des clusters de l'éco-construction, dont vous faites partie, et qui est, auquel on est aidé pour son animation par les responsables des synergies. Voilà pour les plans bâtiments, si vous voulez, on en parlera au déjeuner. La loi de transition énergétique, encore une loi, n'est-ce pas? Nous assumons cela, on est très heureux de cette loi, qui est une très bonne chose. Et en fait, ça veut dire que, vous savez, il y a à peu près 5 ans, il y a eu des lois de Grenelle, Grenelle 1, Grenelle 2. Alors, il semble, il ne vous a pas échappé qu'il y a eu une alternance politique en 2012, et en 2015, c'est-à-dire à peu près 5 ans après, on revient scander cet objectif de transition énergétique, ça fait avant Grenelle, etc., pour dire que la France a toujours ses objectifs. Donc, il faut se dire qu'en tant que professionnel du secteur, c'est quand même quelque chose d'intéressant de voir que malgré un peu les zig et les zags que fait l'opinion publique et que la politique française en général, on a en particulier un fort consensus dans ce secteur de l'amélioration énergétique des bâtiments, construction, rénovation, fonctionnement. Alors, que dit la loi? Alors, la loi dit énormément de choses. En plus, elle est soumise à la... Je ne sais pas de député ici. Elle est soumise à la créativité de notre représentation nationale. Donc elle rentre à un certain nombre d'articles au Parlement, elle ressemble beaucoup plus. Et donc là, elle a été votée par l'Assemblée nationale. Elle va avoir maintenant passage au Sénat, ça va être février-mars, et donc elle sera votée fin du premier trimestre, repassage à l'Assemblée. Mais dans notre système français, l'Assemblée nationale a le pas, le président parce que vote le Sénat. Soit il y a un accord amiable entre les deux, soit si le Sénat fait des bêtises, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Donc en fait, on a déjà une très bonne idée de ce qu'il y aura en définitive dans cette loi. Alors qu'est-ce qu'il y a? Je passe en revue un certain nombre de points sans être complet. Déjà, un point important dans le domaine de l'urbanisme. Il y a une levée des freins qui permet de construire, qui nécessitait de surépaissir les bâtiments pour isoler les toitures, surépaissir par devant ou par les côtés pour faire des isolations thermiques par l'extérieur, qui ne sont pas rendus obligatoires pour autant, mais qui étaient bloqués par l'obtention des autorisations de construire ou les déclarations de travaux auprès des collectivités territoriales qui instruisaient cela. Donc les panneaux construits ne pourraient plus s'y opposer. Y compris au
saillie, sauf monument historique, etc., etc. Les freins en matière d'urbanisme. Après, il y a un autre concept très important qui est une sorte d'extension du champ de la réglementation thermique dans l'existant. C'est-à-dire qu'avant, ce qu'on disait, c'est si vous faites des travaux énergétiques, alors ils doivent respecter les standards de performance. Donc il y en a, ils faisaient peinture moquette, droite son de l'image. Et là, ça va être, si vous faites des travaux importants dans la vie de votre bâtiment, alors vous devrez, à cette occasion, faire les travaux de performance énergétique qui vont avec. C'est ce qu'on appelle l'embarquement de la performance énergétique du bâtiment dans les travaux. Par exemple, si je refais la toiture, je vais devoir faire l'isolation thermique de cette toiture. Tenter de revenir derrière, je ne savais pas. Si je fais le ravalement de la façade, je dois faire le ravalement thermique de la façade. Et ça, c'est tout bâtiment, tertiaire logement. Et si je crée des nouvelles pièces d'habitation, elles devront avoir une certaine performance thermique. Le sport national qui a transformé le garage obligatoire en studio. C'est donc des voitures partout. D'accord ? Donc, ça, mais il devrait y avoir certaines performances thermiques. Il est l'obligeur de votre domaine, on dit, y compris dans les équipements actifs. Donc là, on va aller au bar. Ça, c'est l'embarquement de la performance énergétique. C'est quelque chose qu'on a beaucoup travaillé au sein du plan bâtiment. C'est une sorte d'approche humble de la performance énergétique, parce que, à force de se dire, on va vendre aux gens de la rénovation énergétique, c'est tellement bien pour eux, donc c'est un petit peu, ça ramène un peu de dire qu'à faire mieux, moins cher, tout ce machin. C'est une proposition-là, je peux le compter un peu, mais c'était, on a un succès mitigé, donc on se dit, les gens, en fait, qu'est-ce qui fait qu'ils vont bouger, ils vont améliorer leur milieu de vie, ou de travail, extension, embellissement, restructuration, et c'est à cette occasion qu'ils font la performance énergétique. C'est de ne pas être trop long. Voilà l'idée. Il y a quand même, donc ça c'est des espèces d'obligations si, c'est un début d'approche, on monte au bout de l'oreille des obligations de travaux, avec des garde-fous. Si c'est aberrant au niveau architectural, au niveau technique, au niveau économique, les gens pourront justifier de ne pas le faire. Au stylo. Mais on pense que ça va comme déclencher un certain nombre de travaux. Et il y a une autre chose qui est très, très innovante, qui est de dire, comme ce n'est pas totalement une obligation, les gens qui feront ça, ils vont continuer à bénéficier des aides apportées par l'État, en tout cas, à ces rénovations. Il y a une grosse opposition à l'obligation de travaux, notamment des tactiques, de dire, dès que ce sera obligatoire, il n'y aura plus rien pour aider. Et là, il y a quelque chose qui est introduit pour montrer que ça va pouvoir se produire l'un à l'autre tant qu'il y en aura. On va reprendre la performance énergétique, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est les touchettes d'obligation de rénovation. Alors, on a un peu le temps de se préparer, mais en 2030, il ne faudra plus qu'il y ait de passoires énergétiques, en tout cas dans le logement. 300 kWh, 330 kWh, énergie primaire par le carré par an. Je ne sais pas trop ce qu'il faut en faire, mais c'est un signal. Je ne suis pas sûr qu'il fallait préciser trop dans le détail, parce que d'ici 2030, on aura évolué dans nos idées, mais les passoires thermiques vont être éradiquées. Il y a une autre chose qui est dès maintenant, sauf que ça doit se traduire dans un décret d'application, c'est ce qu'on appelle la définition de la décence du logement. Si je loue un logement, si vous louez un logement, il doit être considéré comme décent. C'est-à-dire il y a clos, couvert, etc. Il y a un chauffage. Et ce qui est nouveau, c'est que les gens doivent pouvoir se chauffer à un coût raisonnable. Il faut qu'il y ait une performance énergétique minimum. Alors, ça fait très peur aux gens, on va diminuer le nombre de logements. C'est pour ça qu'il y a eu des freins très importants à cette mesure, maintenant qui est adoptée, et qui sera progressive dans le temps sur son exigence. Alors ça va peut-être un peu baisser le parc locatif. Et l'avantage qu'on y trouve, c'est que dans les copropriétés,
il semblait bien que les propriétaires typiquement bailleurs n'étaient pas hyper allants pour les votes de travaux. Donc là, c'est un peu la patrouille qui rattrape les gens qui louent des logements quand même moins que pas terribles. Voilà. Ça, c'est la partie d'essence du logement. Après, vous avez vu tout ce fanal numérique que notre représentation nationale s'intéressait à ça en disant qu'il y aurait, je pense à dire qu'il y a une carte vitale dans un dossier numérique du bâtiment, c'est très bien. Et c'était voté comme un carnet numérique de suivi et d'entretien du bâtiment. Vous n'êtes pas très heureux comme dénomination, enfin c'est l'idée que les gens ils auront un truc numérique pour mieux gérer leur logement. La dénomination fait un peu référence à un truc qui existe en copropriété qui n'a pas trop marché, c'est pas hyper vendeur. C'est l'idée du numérique dans le logement. L'explosion du numérique atteint le logement. Après, il y a des avancées dans la finance. Alors, il y a une petite victoire qui est quand même peut-être une grande victoire. C'est que vous savez, beaucoup de collectivités territoriales dans des conseils régionaux voulaient créer des offres dans ce qu'on appelle le financement innovant ou le tiers financement. Faire pour les particuliers une offre du propre au tertiaire public, pour le logement privé des particuliers, des offres et à la fois le prêt, le montage de subventions et l'offre technique. Ce qui reste à peaufiner parce qu'il faut voir quel est le rôle de chacun, etc. Et ça, dès lors qu'ils se sont découverts par honnêteté, je vais dire que je suis dans un conseil régional éminent, mais on peut peut-être même dire par ingénuité, là ils se sont dit, mais ça ce sont des prêts, c'est interdit. Seules les banques ont le droit de faire des prêts, c'est la réglementation bancaire. Donc c'était bloqué. Ouf. Et dans la loi, il y a une avancée qui est une dérogation au monopole bancaire pour pouvoir permettre certaines expérimentations limitées pour voir ce que ça donne dans le domaine du tiers financement pour le financement de la rénovation du logement des particuliers. Donc c'est une étape importante qui permet de continuer à monter ces projets. Il y a aussi d'autres avancées financières, le financier. Bon, il n'y a pas le niveau des aides, parce que les aides dans les lois de finances, sur les mécanismes. Donc création d'un fonds de garantie, qui a un peu de difficulté avec vous, pour garantir les prêts aux copropriétés. On fait des prêts aux syndicats de copropriétaires pour désolidariser la solvabilité des copropriétaires les uns par rapport aux autres. Chose qui est dans la loi, il faut aussi monter le financier. Le fonds de garantie pour faire ça, y compris une sorte de microcrédit pour le financement des travaux chez les personnes, entre guillemets, à revenus modestes. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez pu remarquer, les particuliers, comme c'est du mal à monter ces prêts, ils avaient droit à des prêts, des éco-prêts à taux zéro pour la rénovation thermique, quand vous avez de l'argent pour rembourser ces prêts, et ceux qui n'avaient accès qu'au microcrédit, ils avaient des prêts à 4 ou 5%. On s'est dit quand même, c'est pas, ça va pas. Donc maintenant, ce fonds de garantie pourra permettre d'avoir des prêts beaucoup plus réduits en taux, ils sont plus réduits en durée, pour les personnes modestes, une sorte de microcrédit. Il y a une autre invention financière, ce que je passe rapidement, parce qu'on ne sait pas encore ce qu'elle va donner, ce sont ce qu'on appelle les prêts hypothécaires. Ça joue sur le phénomène de la valeur verte, qui est un peu ce qui va se passer quand on fait un immeuble, comme on l'a vu tout à l'heure, super chavalade moderniste, on pense qu'il y aura plus de valeur de revente que les autres. Alors, pour pousser les gens à rénover leur logement, même quand ils n'ont pas trop d'argent, on se dit qu'on va pouvoir créer une nouvelle catégorie de prêts dont le principal des intérêts, c'est comme dans CDFI, pour être remboursé au moment de la mutation du bien, mutation par vente ou mutation par héritage. C'est bien triste. C'est le côté aider les personnes qui pensent être un petit peu seniors à quand même se lancer dans les travaux s'ils ont intérêt, mais qui se trouvent un peu âgés pour se lancer dans le souci des travaux. Les prêts hypothécaires, d'accord ? Après, il y a un passage intéressant et toutefois prudent sur ce que tout le monde appelle les bâtiments énergie positive sur la lignée de la loi Grenelle, et qui sont là, le désir est un peu compliqué,
dans les bâtiments à haute performance environnementale et énergétique, et tout le monde les a quasiment reconnus, malgré leur déguisement. Voilà. Donc l'idée, c'est de dire, après les propos très ambitieux de notre ministre de l'Environnement et de l'Énergie, c'est-à-dire, en fait, on va essayer de faire en sorte que dès que ce sera possible, les bâtiments publics de l'État des collectivités locales vont être à l'énergie positive. Donc l'idée maintenant, c'est quand même de définir ce que c'est. Nous, on essaie de travailler modestement, de dire ce que c'est, pour donner plus ou moins des codes pour les reconnaître, et un label pour les soutenir. Donc, voilà, et au fait, pour ceux qui font des offres communes, car j'ai compris qu'en Bourgogne, les entreprises chassent en meute, ce qui est très bien, il y a un article spécial, un peu ici nos travaux, ou spécial café, en tout cas, qui peut vous intéresser, c'est quand les entreprises font une offre groupée non solidaire au moment de la remise de l'offre, la loi va les protéger, ils ne pourront pas être déclarés solidaires de fait par les tribunaux en cas de bazar potentiel sur le chantier. Donc, bon, ça ne fait pas le bonheur des associations de consommateurs, bien sûr, mais c'est un système, on se dit que ça va aider les gens à faire des offres groupées, c'est toujours peur. Je suis menuisier et que le plaquiste se plante, comment je fais pour le remplacer? Voilà. Donc ça, c'est il y a l'article à sous-traitance, il y en a plein d'autres. On a essayé de la résumer, mais c'est pas évident de le faire sans se tromper, donc j'en dis pas plus. Maintenant, il me reste combien de temps? C'est avant les questions. C'est là que je prendrai la temps. Alors, les actualités du plan bâtiment. Ça, il faut que j'accélère. Alors, vous avez peut-être vu, j'espère que vous avez vu, on travaillait, ce vocable a été repris chez vous, sur ce que c'est qu'on parle de bâtiment énergie positive, mais le bâtiment responsable. Ça ne veut rien dire, c'est utiliser des responsables, mais ça s'appelle, tout le monde le reprend. Bâtiment responsable 2020-2050, il faut voir loin. Alors on sait quand même que s'il était que performant énergétiquement, c'est un truc que à force, on ne verra plus rien, il va rien dépenser, bien consommer, ça va être l'horreur. Donc, comment faire pour concilier? Donc on sait que le bâtiment responsable, alors ça il y a un rapport qui est sorti, on vous invite à soit réagir pour que c'est des bêtises, ou c'est très bien, ou donner d'autres signaux, soit raconter ce que vous faites dans ce domaine, parce que c'est le cas, vous êtes actif. C'est que la santé dans le logement, dans le bâtiment, le confort, la compris acoustique, confort thermique, confort visuel, qualité de l'air sont à mettre en avant, c'est un premier axe. Un autre axe, bien sûr, est la performance énergétique. Il faut décloisonner, puisque ce sera positif, plus de production, de consommation. Quand ça sera dans le temps, jour après jour, heure après heure. Il faut décloisonner ça de la gestion des réseaux énergétiques, réseaux électriques, mais pas uniquement, réseaux de chaleur, réseaux de gaz. Comment on va stocker, comment on va s'effacer, comment on va gérer l'appel de puissance, comment on va gérer le fait que les énergies renouvelables, vous avez vu qu'elles vont être de plus en plus en parité avec le réseau, même si certains considèrent encore que c'est un bon mot. Ne me demandez pas la définition exacte de la parité réseau. C'est un principe de Peter, d'accord. La performance environnementale doit être vue de manière plus large. C'est énergétique, mais aussi l'analyse de cycle de vie, l'énergie grise, dans les bâtiments très performants, l'énergie emmagasinée dans les matériaux, ou le critère CO2, gaz à effet de serre emmagasiné dans les matériaux, c'est presque aussi important que ce qui est émis ou consommé pendant la durée de vie du bâtiment. Et puis le lien de quartier, bâtiment-ville. Comme vous êtes dans une région très en avance, proche de la Suisse, on a vu, un magnifique bâtiment à Gland, ça ne rentre pas, et bien, excusez-moi, c'est facile. Eh bien, on a vu qu'en fait, quelque chose qui nous a beaucoup inspiré, c'est l'aspect sociétal. Ça ne peut pas faire avancer les gens à coup de trick. Donc, motiver les gens. Les Suisses, qui sont des personnes très intelligentes, ils sont très créatives, ils ont créé un concept qui nous a beaucoup plu. C'est la société à 2000 watts. Vous voyez, vous avez deux droits à deux. Alors, c'est une puissance que personne ne comprend, c'est pas grave, c'est un slogan.
En 2100, il ne faudra pas qu'il y ait plus de 2000 watts d'appel de puissance par personne par an, tous usages confondus. Donc deux bouilloires et basta. Y compris pour aller en voyage, incroyable. Donc, ils y travaillent et c'est une mobilisation. Sachez que je suis beaucoup trop long, mais c'est sympa. Ils ont même fait des votations. Faites-vous pour ou contre une société à 2000 watts. Là, je veux comprendre ce que c'était. On sort dans la rue, là, on demande aux gens, êtes-vous pour la transition énergétique, vous dire de quoi vers quoi. Vous avez des progrès à faire et s'inspire. Donc, la troisième révolution industrielle, qui est en Nord-Pas-de-Calais, c'est sympa. Donc, je rebranche, c'était 2020-2050, parce qu'on en parle. Nous travaillons beaucoup pour, comme c'est marqué dans la lettre de mission de Philippe Pelletier dans le corps public, se rapprocher des collectivités territoriales. On se rapproche des régions, et c'est le cas. Et certaines, mais pas encore la région Bourgogne, parce que bon, peut-être que le passé bien pour eux, certaines ont décidé d'être partenaires du plan bâtiment. Ils font tellement de choses, ça peut s'expliquer, et puis de toute façon, ils sont là, on les aime, voilà. Ça s'est arrangé. Et donc certaines, et d'ailleurs, le 17 novembre, il y a la signature de lancement du plan bâtiment durable régional Rhône-Alpes. C'est pas une petite affaire. C'est de transposer la concertation permanente au niveau national dans les régions. Donc un peu chez vous, que les gens se connaissent, qu'ils se parlent, qu'ils perdent leurs préjugés, et comme ça, ils font des choses ensemble, et la société avancera. Troisième point d'actualité, après le bâtiment, après la prospective de la régionalisation, la charte tertiaire, on va retrouver cet après-midi. C'est un mouvement volontaire pour améliorer la performance énergétique des bâtiments tertiaires publics et privés, pour laquelle nous avons maintenant 75 signataires à cette heure-ci. On verra, ça peut changer. Voilà. L'autre sujet qu'on essaie de travailler, on va enlever toujours des gens plus compétents pour se faire, bien sûr, vous avez compris, c'est le numérique dans le bâtiment. Je vais sur le BIM, qui, comme beaucoup de travail très technique, on va essayer de voir comment faire comprendre l'intérêt. Et ce qu'on va travailler, c'est si les gens qui ont des patrimoines à gérer, comme fait le Serge de Bourgogne, voyaient l'intérêt d'avoir ça en numérique, pouvoir créer la chaîne entre conception, construction, gestion derrière. C'est pas mal de travaux, pas mal de mise au point. Il y a un axe qui est que l'aval entraîne l'amont. Je pense qu'on verra cet après-midi aussi, donc c'est très bien. Ceci a donné lieu à différents développements. On a travaillé aussi sur la carte vitale, qui est reconnue par les députés. C'est la carte vitale du bâtiment, c'est le mauvais terme qui m'a posé. Ça n'a encore aucun prononciation au bâtiment. Et c'est l'idée de dire, vu le numérique qui les a partout, y compris bonjour les dégâts, eh ben, on n'est pas loin que les gens ils puissent avoir un truc, c'est dans le cloud, c'est pas chic, un truc où ils aient le numérique, leur logement, leur bâtiment en numérique, faire des choses dedans. Alors vous voyez que c'est très sympa, mais qu'en pratique, c'est que beaucoup de gens l'ont déjà fait, ont créé un truc génial que personne ne va jamais visiter. Comment le faire? Comment s'y fait au bon niveau, par rapport à toutes les initiatives qui existent, qu'elles soient compatibles entre elles, et comment faire pour que ce dossier vivant, que les gens vont vraiment consulter, pour que le jour où ils ont besoin d'un gros truc qu'il y a dedans, ils n'aient pas le droit perdu le fil et qu'ils aient utilisé des choses. En fait, c'est un truc qui est entre le professionnel, le technique, et aussi les usages des gens, d'accord, carte vitale. Et d'ailleurs, il y a l'ancien président du CSTB, c'est Bertrand Delcambre, qui a une mission sur le numérique. Et alors c'est on n'a pas le droit de le dire, il semble bien, c'est pas 100% sûr, qu'il va y avoir des sous pour le numérique. Voilà, donc ça c'est ça. Contrairement à nous, qui n'ont pas d'argent, oui, ben voilà, donc on va travailler avec lui, on travaille très proche. Alors, on travaille aussi sur un truc nouveau, qui ouais, me faisait sourire il y a 1 an ou 2, mais bon, ça explose partout. Je vais faire ce que c'est des MOOC. Les MOOC, en français les flottes. Le MOOC, c'est le Massive Open Online Course. C'est-à-dire que les gens du bâtiment, ils sont vachement bien, ils sont excellents, il faut qu'ils se forment. Ils ne peuvent pas se déplacer pour y aller. Donc on se dit, il y a ceux qui le font quand même. Et si on avait des cours numériques, pédagogiques, avec des supports super dedans, et que les gens puissent le faire, et des communautés online,
Très super, donc on a déjà des projets qu'on essaie de soutenir à commencer. C'est bien qu'on a des idées là-dessus qui veulent en mettre. Il y a des IUT qui sont vachement intéressés, donc nous on a, donc le Grand Musclé s'est bossé dedans. Le dernier truc qui fâche un peu, c'est que nous on assume de soutenir le pas en avant que constitue la réforme RGE, reconnu garant de l'environnement. Et on pense qu'il y a surtout une obligation à bénéfice pour les entreprises de travaux à l'heure actuelle. Mais quand même, les gens qui ont fait l'effort de se qualifier, il faut qu'ils soient reconnus. Vous avez le photovoltaïque pas. Il y a eu un reportage télé où les gens ont cru que c'était un photovoltaïque, mais c'est une pompe à chaleur. Ils ont fait visiter en reporter la station photovoltaïque montée à la cave. C'est énorme. Là, c'était une pompe à chaleur. Ça monte un peu. Parce que c'est tout mal des gens de médias, mais c'est facile. C'est le sport national. Voilà. Alors, j'en termine pour vous dire que je suis très heureux d'être dans ce cluster. Il paraît que pour être membre du cluster, il faut obligatoirement adhérer à des standards ouverts et interopérables dans ces bâtiments. Alors, je sais que l'homme, mon premier collaborateur me dit ça, mais je commence avec le SPNF, tu sais, Jérôme, l'homme aime bien parler de ce qu'il ne fait pas. Donc j'espère que vous allez me faire mentir et que ce sera vraiment des standards ouverts, car c'est de ça qu'on a besoin pour que le marché se développe. Donc merci de votre attention.